Bonjour et bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct en ce mercredi 9 juillet. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la guerre en Ukraine est-elle une guerre oubliée? Après les frappes israéliennes et américaines en Iran, la guerre en Ukraine semble être passée au second plan. Analyse et décryptage avec Jean-Baptiste Noé, il est le rédacteur en chef de la revue Conflit. Et puis on reviendra dans cette émission sur la mort brutale et soudaine d'Olivier Marleix. C'était lundi. Cette disparition a plongé la classe politique dans la sidération. On reviendra sur son parcours et sa personnalité avec deux proches du député d'Eure-et-Loir, la sénatrice Marie-Claire Carrère-Gé et la députée Anne-Laure Blin. Et pour terminer cette émission, on parlera des vacances. Quelles sont les destinations phares, les tendances? Est-ce qu'il y a eu un effet JO? Réponse de Corinne Loison. Elle est la cofondatrice de Fairmove. Fairmove, c'est une agence de voyage spécialisée dans l'écotourisme responsable. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Baptiste Noé, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Conflit. La Russie, on l'a appris ce matin, a lancé une grande attaque, même la plus grande attaque de drones sur l'Ukraine cette nuit, une pluie de drones. Pourquoi cette attaque si importante à ce moment dans ce moment de l'année, si je puis dire? Oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'intensité, près de 800 drones, une dizaine de missiles. Les zones qui ont été frappées, donc on est très à l'intérieur des terres, donc au revers du front, notamment dans la région de Kiev. Et puis effectivement, le tempo, puisque on va avoir une grande réunion de l'OTAN, on parle beaucoup de négociations, de cessez-le-feu. Et la Russie faisant ça, marque bien que le cessez-le-feu n'est pas au programme, que les négociations vont être compliquées et qu'on est bien dans une attaque vers une avancée. On va y revenir, la Russie avance. Donc pas tout à fait un hasard. Est-ce que aussi les déclarations de Donald Trump, le président américain, lundi, il a dit qu'il allait continuer à envoyer des armes à Kiev. C'est un petit peu la réponse de Moscou pour Washington, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le problème de Donald Trump, c'est qu'il dit un peu une chose et son contraire. Il a dit qu'il allait arrêter d'armer l'Ukraine. Maintenant, il dit qu'il va donner des armes défensives. Il n'y a pas vraiment d'armes défensives. Une arme, c'est une arme, même si on peut avoir des armes de protection. Donc, c'est aussi compliqué pour les Ukrainiens de se positionner quand vous avez un président américain qui donne l'impression de changer d'avis un peu tout le temps. Oui, une marque de fabrique imprévisible et effectivement, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Quelle est la stratégie russe qui est à l'œuvre actuellement sur le terrain, Jean-Baptiste Noé? Alors, c'est un peu la même que depuis plusieurs mois. C'est avancer régulièrement, du grignotage. Donc, c'est pas spectaculaire à suivre, mais la Russie avance. On a quand même deux phénomènes importants. D'abord, on a des entailles qui font quand même que la Russie avance un peu plus vite qu'elle n'avançait il y a encore quelques semaines. Et on a aussi une mobilisation d'hommes qui est plus importante. Aujourd'hui, on a à peu près 600 000 soldats russes sur le terrain. Et ils sont plus nombreux que les soldats ukrainiens. Donc on a quand même un front qui est en faveur de la Russie et en défaveur des Ukrainiens. Et pourquoi les Russes avancent plus vite que les phases précédentes? Alors d'abord, il y a une fatigue ukrainienne, évidemment. Le vivier d'hommes se raréfie. On n'est pas du tout sur les mêmes réservoirs, si je puis dire, démographiques. Exactement. Ni même d'ailleurs les mêmes réservoirs en termes d'armement. Donc la Russie a quand même une puissance de feu qui est plus importante. Et puis on est la bonne période, c'est l'été, donc c'est plus facile également d'avancer. Un terrain plus facile. Un terrain plus facile, et les Russes veulent aussi marquer leur territoire en vue des négociations possibles. Celui qui tient le terrain est le maître du jeu diplomatique, et donc les Russes savent très bien qu'ils seront d'autant plus forts dans la négociation qu'ils peuvent dire qu'ils avancent et que les Ukrainiens sont sur le reculoir. Voilà, l'idée étant de prendre le plus possible de territoire pour qu'au moment où on se parle, il y a un statu quo et on parle des territoires pris, c'est ça? C'est ça, et puis c'est un état de fait. Les Russes contrôlent 20% de l'Ukraine et ils vont dire on les contrôle, donc c'est à nous. Et d'ailleurs, Poutine l'a dit, toute zone où un soldat russe a marché appartient à la Russie. Donc à partir de là, ça vous place au niveau en termes de négociation. Le but, c'est d'avoir le maximum de pression sur la partie ukrainienne. Du grignotage, vous parliez du grignotage du territoire ukrainien par les Russes, mais pas de grande offensive. Elle est au programme, cette grande offensive? Alors, c'est pas annoncé, peut-être que ça se fera, mais évidemment, les Russes ne vont pas le dire, s'ils doivent le faire. Ils diront ni l'heure ni l'endroit. Mais en tout cas, c'est pas spectaculaire à voir, mais c'est extrêmement efficace.
Et c'est aussi démoralisant, on comprend bien pour les Ukrainiens, quand vous reculez chaque jour un petit peu plus, avec la dynamique qui est du côté de l'adversaire, ça peut devenir déprimant, surtout quand vos alliés flanchent un petit peu en matière de soutien logistique. Vous évoquiez effectivement Poutine, hein, qui a dit là où un soldat russe met le pied, cela nous appartient. De son côté, il y a d'autres mots, hein, c'était notamment au Forum économique de Saint-Pétersbourg, hein, je crois que c'était au mois de juin. Dans les mots de Poutine, on ne voit clairement pas, on ne voit aucune volonté de mettre fin au conflit. Hein. Oui, et d'ailleurs c'est tout le problème quand on parle de négociation, ça se fait avec les deux parties. Vous pouvez très bien avoir un camp occidental qui veut la paix, qui veut la fin des combats. Si le camp d'en face ne le veut pas, vous n'aboutirez à rien. Et pour l'instant, comme ce sont les Russes qui tiennent le contrôle du territoire et qui ont le contrôle, la dynamique militaire, c'est eux qui imposent ce qu'ils veulent. Et effectivement, pour l'instant, les Russes ne veulent pas, et d'ailleurs n'ont pas de raison au niveau de l'avancée du terrain, de négocier ou de céder une parcelle de territoire. Pour Vladimir Poutine, les Russes, les Ukrainiens, pour lui, c'est un seul et même peuple. Hein. C'est oui, ce qu'il il a redit, c'est vraiment la vision des nationalistes russes. Pour eux, l'Ukraine fait partie de la Russie, pour des raisons historiques, et ils considèrent qu'en fait, leur combat est légitime. Et donc là aussi, ça va justifier leur posture politique, et évidemment, les raisons pour lesquelles ils refusent toute négociation. Alors, côté ukrainien, la stratégie, c'est quoi? C'est faire le dos rond, c'est ça, c'est tenir. Éviter de prendre les coups, tenir, c'est ça? Exactement. Alors, c'est toujours plus facile de défendre que d'avancer en matière de protection du territoire, en matière d'organisation du glacis protecteur. Donc, même en étant en infériorité numérique et en termes militaires, les Ukrainiens peuvent quand même tenir. Il n'empêche qu'une fois que vous avez c'est chose que l'on craint, évidemment, c'est une rupture du front et des lignes de défense. Après, ça sera beaucoup plus facile pour les Russes d'avancer. Donc, les Ukrainiens essaient de tenir au maximum. Comptant également sur une économie russe qui patine, et on a même des officiels russes qui disent que l'économie va mal. Donc eux, ils espèrent jouer sur un temps moyen ou long et espérer qu'à un moment donné, la Russie doive négocier, non pas pour des questions de front, mais pour des questions intérieures, d'économie intérieure. Parce qu'on parle d'une économie qui serait totalement essoufflée, un pays qui serait au bord de la récession, c'est ça? Oui, alors c'est compliqué d'avoir des données exactes sur ce qui se passe en Russie, donc évidemment, il faut toujours être prudent. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de Russes qui sont partis, notamment des gens diplômés ou des gens moins diplômés mais qui ne voulaient pas faire la guerre et qui sont partis, donc il y a un manque de main-d'œuvre. On a une économie qui est très axée sur l'économie de guerre, donc ça vous fait une très forte croissance 2022-2024 parce qu'il faut produire des chars, des armements, etc. Mais cette économie est financée par de l'inflation, donc par de la création de monnaie. Donc à terme, vous asphyxiez le reste de l'économie. Et puis la Russie se finance par la vente de gaz et de pétrole. Elle a dû baisser également, augmenter sa production et baisser ses prix. Donc elle est de plus en plus vassalisée par la Chine. Et aujourd'hui, on a en fait un scénario où vous avez la Russie qui est en train de devenir le vaste zone de production énergétique pour la Chine. Et donc, à long terme, ça pose évidemment un problème. Il est peu probable que les Russes qui sont partis reviennent, et ça pénalise aussi l'économie pour les années à venir. Alors néanmoins, cette économie de guerre, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait tenir aussi, qu'elle fait tourner aussi la machine de pays? Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un peu difficile pour Vladimir Poutine d'arrêter cette guerre. C'est un train qui est quelque part lancé à toute vitesse, non? Oui, il y a ce double effet. Dans un premier temps, ça fonctionne très bien, et puis ça permet de produire les armements dont l'armée russe a besoin, et on le voit sur le terrain, c'est efficace. Ça crée, on va dire, une croissance un petit peu artificielle portée par la création monétaire, mais c'est un petit peu comme quand vous prenez un produit dopant, vous êtes très euphorique à un certain moment, puis après vous avez le contre-coup. Et le contre-coup est en train d'arriver. Et l'opinion publique russe, que sait-on de... On n'en sait pas grand-chose parce que, d'abord, on ne sait pas quel est son degré d'information. Les médias sont quand même très tenus, donc c'est compliqué pour un Russe de savoir exactement ce qui passe. Les Russes sont nationalistes et on les comprend, ils aiment leur pays, ils le défendent. Donc il faut distinguer aussi le soutien qu'un Russe peut apporter à la Russie de celui qu'il peut apporter à son gouvernement. C'est quand même deux choses différentes. Et puis vous avez beaucoup de Russes qui étaient opposés à la guerre, qui sont partis, ou alors qui ne vont pas dire publiquement ce qu'ils peuvent penser. Et puis en Russie, il faut toujours distinguer évidemment les grandes villes, les métropoles. Moscou et Saint-Pétersbourg, ça reste les métropoles. C'est quand même très différent du reste de la Russie. Donc c'est compliqué de savoir ce qui est réellement pensé. Est-ce que chez les Ukrainiens, ils ont des réserves pour tenir, pour se battre? Quel point on peut faire sur l'état des munitions, des missiles du côté des Ukrainiens? Alors, ils tiennent tant que le reste de l'Occident leur fournisse des munitions
munitions, mais là aussi on sait que la production européenne et américaine arrive un petit peu à son maximum. Ce qui est très important chez les Ukrainiens, c'est aussi les forces morales. Ça fait plusieurs mois que on dit les Ukrainiens sont à bout, le front va lâcher, et c'est vrai, tout ça est vrai, mais pour l'instant ils tiennent. Donc ils ont une force morale qui est indéniable, qui leur a permis quand même de tenir depuis plus de 3 ans. La question c'est: que va-t-il se passer si jamais l'avancée russe devenait trop importante? Et on craint un effondrement. Cet effondrement, on le craint depuis plusieurs années. Il n'est pas arrivé. Donc, pour l'instant, ils sont toujours là. Mais on sait bien que c'est pas infini et qu'il est quand même important côté ukrainien qu'on arrive à mettre un terme à la guerre assez rapidement. Alors, il y a eu cette opération, dite, ça semble très loin, c'est pas si lointain, cette opération dite toile d'araignée. C'était cette opération lancée début juin. C'était des petits drones, et c'est vraiment la guerre des drones qui est la guerre actuelle. Des gros débats. On a dit que ça a été une opération majeure, peut-être même un tournant, et c'était un exploit de la part des Ukrainiens. Finalement, il n'y a pas eu de tournant. Non, on sait quels dégâts, quelles conséquences finalement ça a eu sur les Russes. Alors, d'un point de vue technique, c'est un très beau succès, une très belle réussite. Ils ont fait des frappes dans la profondeur tout à fait marquées. Après, d'un point de vue tactique, ça n'a pas servi à grand-chose. On voit bien que les Ukrainiens continuent à reculer. Alors, ça a permis de montrer qu'ils étaient capables de faire des choses, qu'ils étaient capables de frapper les Russes, y compris en dehors de la zone de front. Donc, c'est important de montrer aussi la vitalité ukrainienne. Ça laisse planer une menace, ça c'est aussi important, mais ça n'a pas permis de changer le sens de faire un revirement, en fait. Pas du tout. Et donc, c'est un coup qui est beau sur le moment, mais qui, sur le moyen terme, se révèle assez inefficace. Ils avaient aussi également, il y a eu des explosions sur le fameux pont, ce qu'on appelle le pont de Poutine. Oui, qui relie la Crimée. Alors là aussi, mais c'était une opération d'envergure, mais qui n'a en rien freiné l'avancée de l'armée russe. C'est quand même un pont qui servait pour le ravitaillement, c'est ça, donc c'était quand même assez important, mais finalement assez peu d'impact. Se ravitaille autrement, et puis les dégâts ont été réparés. On peut dire que la guerre en Ukraine, c'est une guerre oubliée après la guerre dite des 12 jours, vous diriez ça, vous? Oui, alors en Ukraine, ils ne l'ont pas oublié, donc il y a une lassitude indéniablement côté européen et côté américain, parce que la guerre dure depuis longtemps et on a l'impression qu'elle est sans fin, parce qu'il n'y a rien de spectaculaire non plus. Si demain on a une grande percée russe, l'intérêt reviendra immédiatement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une routine où il ne se passe rien, alors qu'en fait il se passe beaucoup de choses, et il y a une certaine lassitude côté de l'opinion, côté des gouvernements aussi, mais la guerre est toujours là et les enjeux sont toujours présents. Est-ce que le sommet de l'Alliance Atlantique qui s'est déroulé fin juin à La Haye, il a été question de l'Ukraine, et en quels termes? Oui, alors évidemment il est toujours question de l'Ukraine, mais le problème c'est d'un côté les déclarations et ensuite qu'est-ce qui va être réellement fait. On voit bien que les pays européens ont des grandes velléités d'augmenter les budgets militaires. Certains l'ont fait d'ailleurs, la Pologne, l'Allemagne. Mais quand vous avez des pays qui sont surendettés, vos budgets militaires, vous ne pouvez quand même pas les augmenter indéfiniment. Et puis il y a toujours le problème des hommes. L'armée, oui, ce sont des drones et du matériel, mais c'est aussi des hommes. Donc quand la Pologne ou l'Allemagne veulent redevenir une grande puissance militaire, la question c'est qui vont-ils recruter, dans quelles écoles vont-ils former leur personnel? On voit bien en France, il y a aussi un sujet en matière de recrutement, en matière d'école de formation. Donc l'armée, c'est pas que de l'argent, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi des personnes qui sont prêtes à faire ce métier. Un engagement sur une certaine durée, et un engagement qui est parfois un peu ennuyeux. Il y a aussi un côté répétitif, rébarbatif, il n'y a pas que des grands envoyés lyriques dans l'armée. Donc le problème est là, c'est d'un côté les grandes déclarations dans les sommets, et de l'autre, concrètement, qu'est-ce qui est fait en matière de formation, en matière de mobilisation, et puis qui veut également aller dans l'armée. L'objectif des pays membres, c'est de consacrer 5% de leur PIB à la défense. Ça a matière à inquiéter Vladimir Poutine? Je ne sais pas si ça l'inquiète beaucoup, parce qu'il voit bien que pour l'instant ce sont des vœux pieux. Je ferai quand même remarquer que la raison d'être normalement d'un État, c'est la sécurité. Sécurité intérieure et sécurité extérieure. Quand un État consacre que 5% de ses dépenses à l'armée, c'est que visiblement l'État a d'autres priorités. Il y a 95% du budget qui sert à autre chose. C'est peut-être légitime, mais on a changé dans la nature même de l'État. Alors qu'à l'origine, l'État, c'est ça, c'est l'armée, c'est de se protéger. Et là, on voit bien qu'on a un État qui a une autre nature. Et donc, il y a une question budgétaire et financière, mais il y a aussi une question philosophique. Il y a aussi une question de la nature même de l'État, et donc de contrat social.
Et nous, Français, quelle place on accorde à l'État? Est-ce que l'État, c'est la sécurité sociale et autre chose, ou est-ce que c'est la protection, la police et l'armée? Mais néanmoins, cette guerre sur le territoire, sur le continent européen, vous ne pensez pas qu'elle a fait évoluer justement l'opinion parlons de l'opinion française publique sur ce sujet, où ça reste quand même un peu... Il y a eu une vraie rupture, un vrai déclic. Il y a des sujets on était quasiment les seuls à porter il y a encore quelques années, ou voire même les gens trouvaient ça ridicule. Maintenant, on en parle. On a compris quand même que la sécurité, c'est important, que la guerre est une réalité. C'est-à-dire vous, les spécialistes des sujets de défense, exactement, etc. Quand on parlait de guerre, quand on parlait de guerre économique, quand on parlait... Vous étiez vus comme des ringards un peu, c'est ça? Oui, puis les gens disaient, mais non, mais ça n'existe pas, la guerre, c'est terminé, ça n'existera plus, ou alors c'est très loin. Donc là, il y a une vraie rupture. Maintenant, on comprend que effectivement, ça existe. Et c'est à nos portes. Et que c'est à nos portes, et c'est même directement chez nous, et que quand on parle de guerre de l'énergie, c'est un vrai sujet. Quand on parle de guerre informatique, c'est un vrai sujet. Maintenant, il faut passer de la prise de confiance à définir l'adversaire et l'ennemi et savoir comment on le combat. Et là, c'est un travail de long terme. Et faire des choix dans les budgets pour consacrer plus d'argent à la défense. Demain se tient à Rome une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette conférence? D'abord, c'est bien qu'on prenne ce sujet. Ça va être un vrai sujet. Mais il n'y aura pas de reconstruction tant qu'il n'y a pas de la fin de la guerre. Il y a deux éléments qui vont être très importants. C'est déjà curieux de l'intituler reconstruction de l'Ukraine. C'est bon d'anticiper, et ça montre aussi qu'on se projette dans l'après. Les deux sujets importants, c'est d'abord les financements. On se dit bien qu'il y a plein d'entreprises qui vont se ruer parce que ça va être un marché énorme. Et l'autre question, c'est la question de la corruption. L'Ukraine était un pays corrompu avant la guerre. On sait bien que lorsqu'il y a beaucoup d'argent public qui arrive, le risque de corruption est important. On a l'exemple du Liban, ça a été un grand problème pour le Liban. Donc il faudra veiller aussi à ce que les normes de droit, les normes de sécurité normative soient bien respectées, et que l'argent serve bien à la reconstruction et non pas à enrichir des gens de manière un petit peu frauduleuse. Vous qui êtes spécialiste en géopolitique, qu'est-ce que vous allez particulièrement guetter là, dans cette conférence? On va guetter d'abord les termes qui vont être employés, qu'est-ce qui va être vraiment dit, et surtout qu'est-ce qui va être fait après. C'est-à-dire, le sommet c'est bien, mais ensuite qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va uniquement rester dans un sommet, ou est-ce qu'il y aura vraiment des avancées pour la suite? Des gestes pour la suite. Merci Jean-Baptiste Noé d'avoir été avec nous. Je rappelle le nouveau titre de votre revue. Vous allez m'en dire un petit mot. La revue Conflit de juillet et août est consacrée aux drogues. La France submergée. Oui, c'est un vrai problème sécuritaire et de santé publique aussi, et qui est un problème qui touche tout le territoire français. Et on a voulu montrer que c'est un problème français et aussi international. Et international, avec notamment les interventions, un article très intéressant sur le rôle de la marine, nationale sur le sujet. Merci d'avoir été en direct avec nous, Jean-Baptiste Noé. L'annonce de la mort tragique d'Olivier Marleix a plongé l'Assemblée nationale hier dans la sidération. Laurent Wauquiez, le président du groupe de la droite à l'Assemblée, a rendu hommage aux députés, et l'hémicycle a observé une minute de silence très solennelle. La semaine dernière, il était encore là, assis à sa place parmi nous. Aujourd'hui, son siège est vide. Il est parti et il laisse derrière lui, pour chacun d'entre nous, une infinie tristesse. Ceux qui le connaissaient bien savaient déceler, au-delà de sa pudeur, l'immense sensibilité de son âme. Son départ, la brutalité des circonstances, appellent tant de questions. Des regrets aussi. Alors, mes chers collègues, en hommage à Olivier Marleix, je vous invite à observer une minute de silence. Bonjour
Bonjour. Bonjour Marie-Claire Carrère-Gé, vous êtes sénatrice LR de Paris. Bonjour Anne-Laure Blin, vous êtes députée LR du Maine-et-Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être là pour évoquer la personnalité et le parcours d'Olivier Marleix. Un hommage lui a été rendu hier à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale particulièrement recueillie. Vous y étiez, vous, Anne-Laure Blin. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment, quels ont été les mots qui ont été dits sur Olivier Marleix. Effectivement, hier, c'était un moment particulièrement empreint de forte émotion. En nous rappelant de notre collègue, j'ai vécu ce moment assez dur parce que c'était mon voisin d'hémicycle et son siège était éperdument vide. Et c'est vrai que se rappeler l'homme qu'il était, voilà, naturellement nous faisait penser à ses combats, à ce qu'il nous a apporté, à ce que nous avons pu partager les uns les autres, les travaux que nous avons pu mener avec lui. Et donc c'est vrai que ce recueillement était nécessaire. L'hommage qui a été prononcé par la présidente de l'Assemblée était lui aussi totalement empreint d'une vraie réflexion et d'un vrai engagement, je crois, et de remerciements à l'endroit d'Olivier. Et puis naturellement, l'expression qu'a eue Laurent Wauquiez pour dire combien nous sommes attachés au combat qui a été le sien et combien nous le mènerons, parce qu'il était un homme profondément engagé pour la France. Il a eu des travaux fort difficiles à mener. Oui, on va y revenir. Et nous lui devons cet engagement à l'avenir pour honorer sa mémoire et ce qu'il a fait pour la France et les Français. Un hommage aussi qui lui a été rendu par le président du parti, Bruno Retailleau. Vous y étiez, vous, Marie-Claire. Quels ont été les mots du président du parti ? Je trouve qu'il y avait une réelle continuité dans ces deux hommages. Là, ça s'est passé au siège. Au siège des Républicains, ça a été un hommage bref, très recueilli. On a utilisé beaucoup le mot d'hommage solennel. Je trouve que, j'ai écouté l'Assemblée nationale évidemment, je trouve que c'était au-delà de la solennité. C'est-à-dire ? Je trouve qu'il y avait toutes les réactions de tous bords. Et quand quelqu'un décède, il est rare que les hommages soient... que des gens disent du mal du défunt. Mais là, on sentait sur tous les bancs de l'hémicycle, le président de notre parti, Bruno Retailleau, et Laurent Wauquiez, évidemment, mais la présidente de l'Assemblée et le Premier ministre, tous ceux qui se sont exprimés lors de ces hommages ou dans la presse, ont eu des mots... Enfin, on sentait qu'ils étaient profondément émus et qu'ils prenaient conscience, peut-être, de tout ce qu'Olivier incarnait. Parce que Olivier était quelqu'un vraiment au-dessus du lot. C'est le parlementaire tel que... je trouve que c'est l'idéal de parlementaire. Pourquoi l'idéal de parlementaire ? Vraiment très enraciné, très travailleur. Quelqu'un qui faisait passer... l'intérêt du pays et le collectif. Le collectif, il était gaulliste. Avant tout, avant lui, c'était quelqu'un qui était arrivé au premier plan sans jamais se mettre en avant. Sans jamais lui-même... Enfin, on un dévouement, tous. Le dévouement, c'était un... Oui, un dévouement aux causes auxquelles il croyait, un dévouement aux autres et un immense respect, avec une grande élégance, même si c'était un combattant dans l'hémicycle. Il était extrêmement offensif dans le débat, mais... pas bêtement offensif, c'était offensif mais instruit, mais convaincu et toujours à l'écoute, y compris de ses adversaires politiques. Et il a fait vraiment progresser les choses, progresser la prise de conscience. Tu y as fait allusion tout à l'heure sur le combat pour la souveraineté industrielle. On a souvent dit, beaucoup ont dit c'est une image
nostalgique pompidolienne, le monde a beaucoup changé, etc. C'est des critiques qui lui étaient adressées à l'époque où il a porté le premier ses Alors qu'il était plutôt précurseur. Alors qu'il était précurseur. Il était précurseur. Le fait pour un pays de, certes, s'intégrer dans une mondialisation, mais en veillant à la préservation de ses intérêts, et pas les intérêts abstraits du pays, pas seulement des intérêts de puissance, mais des intérêts pour chacune et chacun des Français. Et en ça, il a été un éclaireur. Il est une référence. Enfin, j'ai du mal à parler de lui au passé, parce que ces combats, ils vont survivre, et la façon dont il les a portés aussi. Il est un éclaireur et une référence pour longtemps. Voilà. Vous êtes une amie depuis plus de 20 ans, c'est ça, Marie-Claire d'Olivier Marleix? Les 30, oui. Les 30 ans. Comment vous étiez rencontrés, connus? Par l'intermédiaire, en fait, d'une dame qu'on admirait tous les deux beaucoup, qui travaillait au Sénat, où à l'époque j'étais fonctionnaire. Dans une ancienne vie, j'étais administratrice au Sénat, qui était l'assistante de Martial Taugourdeau, le président du Conseil général d'Eure-et-Loir. Et cette dame qui avait travaillé au RPR depuis l'origine, et qui était un pilier au RPR. Elle connaissait tout le monde, elle avait des analyses vraiment toujours brillantes, toujours très attentives. Olivier et moi, elle nous a encore en quelque sorte pris sous son aile. On était un peu ses bébés, et c'est essentiellement à travers elle que je l'ai connue, et donc c'était une sorte de autre famille pour lui comme pour moi, et c'est un peu comme un frère qui m'a été arraché là. Voilà. Anne-Laure Blin, vous êtes plutôt une petite nouvelle, si je puis dire, dans la vie parlementaire. Vous disiez que vous étiez voisine sur les bancs d'hémicycle d'Olivier Marleix. Ça a été également votre chef de groupe, c'est ça? Ça a été mon président de groupe entre 2020 et 2022. Et c'est vrai que je m'étais engagée à ses côtés lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure que de présider notre groupe. Et puis il y avait aussi cette proximité, et tu l'as dit, il travaillait avec Martial Taugourdeau, qui était le père de mon prédécesseur. Et donc il y a un lien très fort entre Jean-Charles Taugourdeau et Olivier Marleix, et ce département d'Eure-et-Loir qui lui était cher. Et c'est vrai que travailler à ses côtés, ça a été un grand plaisir, parce que comme tu l'as dit, c'était un homme érudit, qui avait une fine connaissance, qui était travailleur, qui aimait lire. Il avait d'ailleurs toujours un livre dans l'hémicycle qu'il mettait dans sa tablette. Toujours un livre à ses côtés, nous confions un petit peu ce qu'il pouvait découvrir. Et puis il y a aussi un combat finalement dont on a relativement peu parlé, c'est celui qu'il a mené sur la protection de l'enfance. Oui, vous avez mené un colloque, avec lui, c'est ça, que j'ai travaillé, parce que il était très sensible à cette cause des enfants placés, à ces dysfonctionnements très prégnants aujourd'hui dans l'aide sociale à l'enfance, et on s'était retrouvés sur ce sujet. Effectivement, c'était un sujet moins connu. Moins connu. On connaît effectivement, et pourtant, il avait une idée très fine. Il avait travaillé, bien avant que je sois députée, il avait fait un rapport sur la mortalité infantile et les causes des décès, des morts des enfants en très jeune âge. Et c'est vrai que sur ce sujet, on s'est retrouvés. Il avait une envie de s'investir pour justement aider les plus fragiles. Et c'est ça, Olivier. C'est vrai qu'un député, c'est évidemment des combats politiques, des grands discours, et il savait particulièrement bien les faire, mais c'est aussi un homme de terrain qui allait au contact des familles. Il a rencontré beaucoup de familles, d'enfants placés, des associations qui lui ont rendu un très bel hommage également. Et donc c'est tout cet héritage qu'il nous laisse aujourd'hui, et que finalement Laurent Wauquiez a redit que parfois la solitude dans les mandats que nous pouvons exercer est telle que nous pouvons être désœuvrés, et puis nos fragilités prendre le dessus, mais redire que finalement tout ce qu'il nous a légué n'est pas vain, et que nous continuerons ce qu'il a entamé, et que ces combats, nous allons aussi les mener pour lui, pour la France telle qu'il aimait, cet amour profond de la France à laquelle il était attaché. Et c'est important de garder en mémoire tout ce qu'il a fait, et tout ce qui va nous permettre demain de défendre la France que nous aimons.
Marie-Claire Carrère-Gé, c'était aussi Olivier Marleix, un homme très impliqué dans le retour de la droite LR à Matignon. Il était très lié à Michel Barnier. Vous-même, vous êtes très lié à Michel Barnier. Vous avez été ministre délégué chargé de la coordination gouvernementale. Et récemment, Bruno Retailleau l'avait chargé d'une mission. C'était notamment de travailler sur les municipales, c'est ça ? Oui. Olivier, en politique, est toujours... évidemment resté fidèle aux grands principes du gaullisme. Il était dans une circonscription d'Eure-et-Loir qui est un résumé de la France, des quartiers très populaires de Dreux avec une immigration importante et jusqu'à la ruralité la plus profonde. Et donc c'est le contact de ces convictions-là et son enracinement de terrain produisait quelque chose d'unique. Il a toujours été sans concession vis-à-vis de l'extrême droite. Il était évidemment très mobilisé sur les questions de sécurité, de maîtrise de l'immigration irrégulière, mais il n'était pas jamais, il a été un rempart. Et quand il était président de groupe et que le président de notre parti Éric Ciotti a décidé tout seul de partir aux côtés de l'extrême droite. Je me souviens, on avait fait tous les deux, alors moi je n'étais pas du tout dans la même position que lui, il était président de groupe, mais on avait fait tous les deux sans même se concerter, un tweet immédiatement, avant même que ce soit officiel, etc., pour dire « not in my name ». Olivier a immédiatement appelé Éric Ciotti à démissionner. C'était... J'hésite à dire le mot courageux de sa part, parce que c'est pas courageux, c'était ses convictions. Mais il était prêt à s'engager comme président de groupe et il l'a fait tout de suite. Il était évidemment très proche de Michel Barnier. Là aussi, tous les deux. Après, et franchement, on ne s'est pas concerté avant de prendre position, mais tous les deux, dès le lendemain de la dissolution, et alors que dans mon mouvement politique, certains regardaient ça avec des yeux un peu écarquillés, on a dit il faut un LR à Matignon. On a souvent dit que Olivier était très anti-macroniste, etc. Il n'était pas anti-macroniste, il était convaincu qu'il y avait un espace pour la droite gaulliste, etc. Et lucide sur sa famille politique. Mais il a immédiatement dit il faut un LR. Il pensait peut-être à Michel Barnier ou pas, mais en tout cas, il fallait un LR à Matignon parce que c'était le seul moyen d'éviter et le chaos institutionnel, parce que le président était toujours là et il n'y avait pas eu de victoire d'aucune force politique, et qu'il fallait donc, c'est lui qui a eu cette vision, le premier d'un socle commun à construire avec des forces politiques qui gardent leur identité, mais qui demeurent la droite et le centre, avec une grande diversité, bien sûr, mais d'accord sur l'essentiel. Et donc j'ai regretté qu'il ne soit pas à mes côtés au gouvernement, mais il était à l'Assemblée nationale. D'y être ou c'était je pense que de toute manière, quand on s'engage dans la vie publique, ce serait idiot de dire que non, vraiment, ministre, je ne voudrais pas. Oui. Mais il avait envie d'être utile, c'est plutôt ça, parce que c'est pas un homme de carrière. Il ne s'est pas comporté comme un carriériste, jamais. C'est plutôt un serviteur. Il se voyait comme un serviteur d'État, vous diriez ? Oui, c'est ça. C'est ça le terme ? Oui, c'est exactement ça. C'était absolument pas un carriériste. Il s'effaçait chaque fois qu'il fallait faire place au collectif. Très discret, très pudique. Il a toujours été, pendant qu'il était président de groupe, très fidèle à Laurent Wauquiez, qui n'était pas député à l'époque, mais il le consultait très, très régulièrement, etc. Il n'a pas eu la tâche facile, d'ailleurs, pendant qu'il était président de groupe, au moment de la réforme des retraites, avec un groupe qui était... c'était compliqué, parce que la période était compliquée, mais là encore, il faisait prévaloir à la fois les idées des LR, mais l'intérêt général qu'il fallait qu'il
voulait qu'il y ait une réforme qui soit adoptée pour notre système de retraite. Beaucoup de mots ont été dits hier pour évoquer son souvenir, sa personnalité. On a parlé d'un homme exigeant et courtois, digne et élégant, d'un pince sans rire, à l'humour tranchant mais toujours pertinent, un homme pudique, un taiseux même. Vous, Anne-Laure Blin, si vous deviez brosser à grands traits, entre guillemets, un portrait, quels seraient vos mots pour définir Olivier Marleix? Effectivement, ces mots le qualifient plutôt bien, je crois. Il était réservé, pudique, mais il savait très bien ce qu'il voulait et il tenait la barre. Il tenait la barre, il avait une vision très claire et il n'en changeait pas. Et encore, quand on travaillait ensemble, il savait très bien où il voulait aller. Et on construisait ensemble avec lui au regard de son expérience et en même temps il était très à l'écoute aussi. Peut-être parfois difficile d'accès. Pourquoi difficile d'accès ? Parce que il avait peut-être moins de facilité, peut-être une sorte de timidité quelque part. Une timidité et peut-être une carapace qui lui permettait de se protéger. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que derrière un homme politique, derrière les engagements publics qui sont les nôtres, il y a des hommes et des femmes, et donc il se protégeait aussi, et c'est bien légitime. Et donc il avait cette envie, et vous l'avez dit, de servir profondément. Et donc c'est un homme engagé, vraiment engagé, qui savait là où il voulait aller, avec une vraie ténacité et une vraie pudeur, je crois aussi. Et vous, Marie-Claire Carrère-Gé, parmi tous les mots mille fois d'accord. Là, est-ce que vous auriez... dans ce qui a été dit, le taiseux me paraît assez négatif. Je pense qu'il n'était pas... c'est pour se protéger peut-être, mais pour protéger les autres quelque part aussi. Il y a des gens qui s'épanchent tout le temps auprès de tout le monde en se plaignant, en bavassant, voilà. Lui, il allait à l'essentiel dans le contenu comme dans la forme. Alors, il avait l'air sérieux, alors qu'il était vraiment très drôle, mais il avait l'air très sérieux, et donc c'est vrai que peut-être quand on ne le connaissait pas, le premier, enfin il fallait avoir croisé son regard pour croiser son regard. Mais je suis sûre que si on interroge des gens dans sa circonscription d'Eure-et-Loir, ils diront pas que c'était un taiseux, qu'il était aux abords difficiles, pas du tout, parce que c'est pas le cas. Mais il y avait une sorte de réserve naturelle chez lui, de pudeur, c'est plutôt ça. Alors après, effectivement, il ne se plaignait jamais. Vous n'avez vu aucun signe précurseur, entre guillemets, si je puis dire? Rien. J'ai eu la fin de la semaine dernière, on devait déjeuner ensemble cette semaine, on a parlé pendant une demi-heure, on a plaisanté avec mon fils qui était au téléphone aussi. Enfin bon, non, rien. Je m'en veux d'ailleurs de n'avoir rien vu, mais... Il n'a pas montré, visiblement. Non. Une enquête est en recherche sur les causes de la mort. C'est en cours. La piste du suicide est à ce jour privilégiée. Et au vu des premières investigations, l'intervention d'un tiers est exclue. Une autopsie doit être réalisée aujourd'hui. Olivier Marleix avait 54 ans. Il était le père de 2 filles. Je vous remercie, Marie-Claire Carrère-Gé, d'être venue. Merci, Anne-Laure Blin, d'être venue. Je sais que votre peine est grande. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Merci à vous. On passe à un tout autre sujet maintenant. L'été a démarré. Certains déjà sont partis en vacances. À quoi vous ressemblez les vacances des Français? Quelles sont les destinations en vue, les tendances? Réponse dans un instant avec ma prochaine invitée. Elle est experte en tourisme. Je suis venue déposer ma fille qui a 11 ans, qui part pour la première fois en colo. Donc elle va dans le Jura et elle va dormir sous la tente. Elle part avec une copine. De faire un reset sur la pression, le stress du travail. Au moins là on décompresse. Ouais. Ça sert à ça aussi, de travailler. Pouvoir se payer les vacances. C'est ça. Comme activité, je vais surtout aller à la plage, à la mer. Ensuite, il y a pas mal d'activités sportives aussi à faire. Au bord de mer, justement, nous avons un bon centre sur la plage du Morillon à Toulon, où il y a aussi des activités sportives, basket, volley, etc. à faire. Donc,
je vais refaire ces activités au bord de mer. Bonjour Corinne Louison, vous êtes cofondatrice de Fairmove. Bonjour. Fairmove, c'est une agence de voyage qui mise sur le tourisme responsable, une agence que vous avez cofondée avec Jean-Pierre Nadir. Absolument. Alors, c'est l'été 2025, les vacances, elles ont un petit peu démarré pour certains d'entre nous. Quelles sont les destinations qui sont prisées là pour cet été 2025, Corinne? Alors déjà sur la France, qui reste quand même une destination numéro très, 1. Oui, en fait, déjà si on regarde sur l'étranger, c'est vrai que on va mettre la France en premier déjà. Non, voilà. Ensuite, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Maroc. Bon, voilà, on a un petit top 10 qui finalement change pas trop, même s'il y a une baisse, malheureusement, qu'on accuse depuis le mois de juin dans ce climat qui est un petit peu complexe, un petit peu de tension géopolitique. Une baisse des départs vers ces destinations. C'est ça. Oui, exactement, des réservations en fait enregistrées pour les départs de cet été. On est en retard. Notre profession est en retard. En retard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, par rapport à l'année dernière, on accuse un retard, ne serait-ce que par exemple sur le mois de juin, c'est moins 17% sur les réservations estivales, ce qui n'a été jamais arrivé. En fait, voilà, c'est quelque chose d'assez inédit, ce qui prouve en fait que le contexte, voilà, met de la tension sur les envies de partir. C'est une question de budget ou c'est une question d'attitude? C'est-à-dire, vous allez me dire quel est le budget moyen, etc. Mais est-ce qu'on ne privilégie pas un peu le last minute aussi pour je sais pas, trouver les bonnes affaires peut-être, tout simplement. Est-ce qu'il y a cette partie-là qui compte? Alors, le last minute, oui, ça a toujours été dans les habitudes des Français, malheureusement, comparativement à d'autres voisins européens qui, eux, voilà, voyagent et réservent en tout cas souvent très tôt. Là, ce qu'on observe, c'est vraiment de l'attentisme. Et cet attentisme, il naît effectivement de ce contexte géopolitique qui est angoissant, il y a aussi qui préoccupe, bien sûr. Il y a aussi des préoccupations économiques et notamment voilà, la baisse du pouvoir d'achat et toutes ces critères, ces conditions n'invitent pas en tout cas à se projeter très en amont pour les vacances d'été. Donc là, on est en train de voir qu'il y a une accélération effectivement des dernières minutes parce que ça y est, on est dans le mois de juillet, on arrive à mi-juillet. Néanmoins, voilà, il y a un retard qui est à éponger là, maintenant. Quel est le budget moyen des Français? Globalement, ils partent combien de temps en fait? Ils consacrent combien de temps à leurs vacances, les Français? Les vacances d'été, en règle générale, c'est une quinzaine de jours au minimum. Donc là, je vous donne un petit peu les statistiques un petit peu globales qui. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Bon, alors il y a les Français en France et puis il y a les Français à l'étranger. Et en moyenne, les vacances d'été, c'est 15 jours déjà. 15 jours. Voilà. Donc, et alors, vous me disiez que la France est la première destination. C'est des Français qui privilégient plutôt la mer, non? On privilégie. On veut le soleil assuré, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, sans trop de surprise, on va dire que les départements et notamment les régions du sud. Donc la région PACA, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie sont toujours les trois championnes. Il y a aussi le littoral, aussi, bon voilà, toujours on va chercher le soleil et la mer, bien que la campagne, voilà, les vacances à la montagne prennent aussi des parts de marché, avec l'envie justement de se ressourcer et d'aller vers des vacances un tout petit peu plus calmes et un peu plus loin, on va dire, des flux touristiques. Les Français qui passent leurs vacances en France, ils dépensent plus d'argent que les Français à l'étranger. Il y a ça, de la valeur, la destination France, entre guillemets? Alors, la destination France a de la valeur, ça c'est sûr. Je ne saurais pas dire exactement sur les recettes investies dans le pays. C'est sûr que de toute façon, voyager à l'étranger, c'est cher. Ça revient cher. Déjà, le coût au départ de France, voilà. Et puis avec un aérien aujourd'hui qui s'est raffermi, en tout cas, dont les prix ont beaucoup évolué, beaucoup augmenté. Forcément, partir à l'étranger, ce n'est pas à la portée de tous. Et c'est vraiment un budget. Alors, comment on voyage désormais? Est-ce qu'on voyage toujours, on favorise la famille, on favorise les amis? Qu'est-ce qu'on observe là, de ce côté-là, du format? Les profils, en fait. Du profil. Il y a, j'ai envie de dire, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a les fondamentaux. Il y a les fondamentaux. Et c'est vrai que l'été, c'est les voyages en famille, parce que effectivement, c'est la période estivale, c'est la période où tout le monde a les vacances en même temps. Donc ça change pas. Après, effectivement, les voyageurs solos, les couples,
les amis, etc. Ceux qui n'ont pas forcément les contraintes de la rentrée scolaire vont privilégier de partir sur les ailes de saison, c'est-à-dire plutôt septembre-octobre, plutôt en amont de la période donc vraiment estivale du mois de juillet-août. Voilà, donc les tendances un peu nouvelles aujourd'hui, c'est effectivement les départs entre copines, entre copains, ou les vacances sans les enfants, justement, donc dans des hôtels qui sont plus orientés. Est-ce qu'il y a des nouveaux vacanciers? J'ai entendu parler, par exemple, d'agences qui proposaient voyages entre copines, notamment des femmes qui pouvaient partir, entre guillemets, ensemble sans se connaître à l'avance. C'est ça, ça existe? Oui, bien sûr, ça marche existe, depuis un petit moment, mais effectivement, ça existe depuis un petit moment, et c'est l'envie, effectivement, de se retrouver autour d'affinités. Donc, être certain, effectivement, que ces moments vont être partagés avec des personnes qui ont exactement les mêmes goûts que soi, et ça, effectivement, ça fonctionne bien. De la même manière, des groupes de copines ou pas, ou de personnes qui vont se retrouver, comment dire, sur un voyage avec une thématique de yoga. Oui, effectivement, voyager par ces centres d'intérêt, c'est un petit peu les tendances de ces dernières années. Vous évoquiez effectivement le yoga, c'est dans les grandes tendances qui se dégagent, quelles sont-elles? C'est la proximité de la nature, par exemple, le yoga, la méditation, c'est des choses importantes qui comptent? Alors, ça, ce sont des tendances dans le sens où, effectivement, il y a besoin de se reconnecter à la nature, il y a besoin d'être plus au calme, d'être dans un rythme un peu moins... Ça, c'est très important comme tendance, elle est très au cœur des préoccupations? Depuis ces dernières années, oui. Voilà, il y a un retour un petit peu au bien-être, et puis, en ce qui me concerne, et pour l'activité qui est la mienne, qui est celle de Fairmove et de Double Sens, au niveau du voyage, il y a aussi l'envie d'être utile, en tout cas, et une quête de sens au voyage. Alors ça se traduit comment, ça, par exemple? Alors, voilà, je vais vous donner un exemple très concret, notamment avec notre marque Double Sens, qui est un spécialiste du voyage en immersion, ce qui veut dire qu'on favorise essentiellement des voyages à la rencontre des populations. Ce sont des petits groupes, une partie du séjour va se faire dans des familles accueillantes, et pendant ce voyage, ce nombre de jours assez court dans les familles, on va participer par exemple à des actions solidaires autour de la restauration de patrimoine, par exemple, la protection de la nature, par exemple protéger la mangrove, planter des jardins bio, et ce genre d'activité, ce genre de voyage, effectivement aujourd'hui on vraiment crée de l'intérêt, en tout cas pour des voyageurs qui veulent revenir riches et laisser un impact positif à destination. Et effectivement, ce sont les voyages que nous on met et que l'on valorise au niveau de nos marques, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a des voyageurs qui ne vont pas se contenter uniquement de se reposer, mais ils ont envie effectivement d'avoir une part active. C'est à la fois d'avoir de vivre une expérience, et de vivre et d'apporter quelque part sa pierre à l'édifice. C'est ça les motivations? Les motivations sont celles-ci, c'est-à-dire d'avoir un voyage utile, de se dire que les familles effectivement qui accueillent les voyageurs vont pouvoir augmenter leurs revenus d'environ 50% par le fait donc de partager effectivement leur quotidien donc avec des voyageurs. Donc c'est effectivement extrêmement riche, ne serait-ce qu'en émotions, parce qu'on est vraiment avec ces familles, etc. Et puis ensuite de quoi on va participer de manière active donc à des projets qui sont suivis sur 2, 3 ans, 3 années. Et donc là, on parle vraiment d'avoir un impact sur la longue durée. Sur la durée, oui. Et alors concrètement, là, vous me parliez de, par exemple, intervenir sur la mangrove, mais à quel genre d'autres immersions sont possibles? Alors déjà, par exemple, on a à peu près une quarantaine de destinations. Donc on emmène nos voyageurs aussi bien au Sri Lanka, au Vietnam, en Albanie, en Slovénie, en Grèce, etc. Ce sont donc des thématiques qui sont différentes. Donc effectivement, ça peut être au Cap-Vert, repeindre effectivement des villages de pêcheurs qui ont perdu un petit peu de leur couleur, de leur superbe, et recréer de l'attractivité touristique sur des routes qui sont moins touristiques aussi, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui par les voyageurs, de ne pas aller exactement là où tout le monde va, mais aller aussi... oui, parce qu'on est face à un surtourisme. Donc, il y a cette... Oui, vous le notez, vous, cette volonté de sortir des sentiers battus, donc, en dehors des immersions que vous proposez.
où vont ces touristes qui souhaitent échapper au surtourisme? On part quoi? Au Groenland, c'est ça? Alors, déjà, première chose, premier réflexe, c'est de voyager à contre-saison, à contre-courant. C'est déjà une histoire de calendrier? C'est une histoire de calendrier, pas voyager effectivement au même moment que tout le monde. Donc ça, c'est une première attitude éco-responsable. Et puis ensuite, il y a des destinations effectivement qui sont moins courus. Je vais vous donner par exemple l'exemple du Kyrgyzstan, par exemple, la Mongolie, l'Albanie, par exemple, qui est en train d'un petit peu d'émerger en ce moment. Voilà, qui sont des destinations qui sont un petit peu moins demandées et qui, du coup, ont aussi la faveur de ces voyageurs en quête, justement, d'immersion, d'authenticité et en même temps, voilà, de se donner, en fait, dans une attitude surtout durable, éco-responsable. On a beaucoup parlé dans la presse du phénomène des no-kids zone. Vous le vivez, vous? Enfin, vous le ressentez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des demandes dans ce sens-là? Donc, les no kids zones, ce sont des endroits où les enfants ne sont pas bienvenus. C'est une réelle demande? Vous avez ce genre de demande? Alors, je sais pas si c'est un réel phénomène ou pas? C'est un phénomène, mais c'est un phénomène qui est pas nouveau en fait. Les hôtels adultes only existent depuis des années. C'est un concept où, avec de nombreuses chaînes hôtelières ont d'ailleurs développé, donc notamment des chaînes espagnoles par exemple, et c'est en train d'arriver un peu plus en France aujourd'hui, avec tout simplement pour objectif de proposer des vacances plus calmes, plus romantiques pour les adultes. Donc c'est pas tant un phénomène de rejet par rapport en fait aux enfants, c'est simplement s'adresser à une cible de voyageurs qui n'ont pas forcément envie, alors je vais dire ça comme ça, j'ai des enfants moi-même, mais des nuisances sonores. Des nuisances sonores autour de la piscine, par exemple. Autour de la piscine, et qui ont envie de se retrouver effectivement dans un environnement un peu plus posé. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, on va dire que le frottement entre des couples et les familles n'est pas toujours évident. C'est pas les mêmes recherches. Qui plus est, par exemple, au mois d'août. Donc ça fait partie aussi, d'ailleurs, de certaines réclamations qu'on peut avoir sur effectivement le manque de calme. Donc c'est pas nouveau. C'est largement exploité effectivement dans notre secteur et avec des concepts d'ailleurs qui se sont développés autour effectivement du concept d'adulte only et qu'on trouve beaucoup à l'étranger. Pour revenir sur le tourisme durable qui est votre spécialité, il y a eu des initiatives innovantes en France sur ce thème-là. Oui, alors il y a de très belles initiatives. J'en ai découvert une récemment avec les hôtels nomades. Et là, ça me paraît assez innovant dans le sens où on va récompenser donc les voyageurs qui œuvrent donc de manière directe pour baisser leur empreinte environnementale. Donc, ils vont bénéficier, par exemple, quand ils font 2 nuits à l'hôtel, dans un hôtel. Alors, il y en a un à Dijon, il y en a un au Havre, il y en a un aussi à Roissy, vont bénéficier de 15% de réduction s'ils acceptent de ne pas changer leur drap, pour un séjour de 2 nuits, donc on peut se poser la question effectivement de l'intérêt de le faire, s'ils acceptent en fait que le ménage soit fait juste à leur départ, et donc ça c'est en amont, c'est au moment de la réservation, et ils vont pouvoir bénéficier effectivement par exemple de 15% de réduction. Alors là on parle d'une chaîne qui a dans son ADN vraiment la volonté en tout cas de baisser son empreinte environnementale et qui finalement en fait une force de proposition et qui embarque en même temps les voyageurs. L'opinion est sensible à ces sujets, très sensible. Il y a, alors il y a une éco-conscience, qu'il faut travailler. Ça reste encore, on est dans une phase de transition et on le voit. Par exemple, pour Fairmove, on a fait tout un travail justement déjà pour pouvoir permettre justement à ceux qui ont ces préoccupations de trouver une offre. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté. C'est comment on fait pour trouver des voyages une alternative en fait. Voilà. Donc nous, on a fait ce travail justement pour montrer effectivement que ces hôteliers, ces professionnels, ont à cœur effectivement. Est-ce que ça coûte un peu plus cher de voyager éco-responsable
pas forcément beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on pense, voilà, de prime abord, mais voilà, nous on a fait ce travail justement de sélection. On a sélectionné à peu près 5000 hôtels dans le monde, et pour sourcer justement les hôtels qui avaient mis en œuvre des initiatives positives, et pas forcément justement des 5 étoiles ou des 5 étoiles luxe. On est allé dans des petits hôtels 3 étoiles, très mignons, joliment décorés avec une très belle ambiance, et qui pour autant voilà, ont à cœur justement donc de mettre le durable, voilà, dans le fonctionnement de leur établissement. Donc c'est pas une affaire de prix, c'est surtout plus on en parlera aussi, et plus effectivement l'éco-conscience donc des voyageurs sera partagée, et plus on aura effectivement ce type d'établissement. Merci Corinne Louison d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Fairmouth, c'est une agence de voyage donc qui mise sur le tourisme responsable. Merci. Je vous souhaite un très bel été. Merci d'avoir été en direct avec nous. Point de vue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était ma dernière émission de la saison. L'occasion pour moi de remercier les équipes, Augustin et Célia à la préparation de l'émission, Romain, François, Riyad, Clément, Joséphine, Damien, Valentin, Florian à la technique et à la production, les maquilleuses, Florence, Élodie, Sandrine, Agnès et Céline, les régisseurs, Jean-Marc et Caroline. Merci à Laurence de Charette et à Vincent Roux pour leur confiance. Et puis, je vous donne rendez-vous fin août. On redémarre les émissions directes dès la semaine du 25 août. D'ici là, je vous souhaite un très bel été en compagnie du Figaro, bien sûr. À bientôt.